Hello, vous allez bien? Nouveau format dans la nature, j'ai mon micro, j'espère que vous allez bien m'entendre. C'est des endroits où je suis trop inspirée, vous voyez, juste la neige qui craque. Je sais pas, je pense pas que vous l'entendez si le micro est de bonne qualité. Pour moi, c'est incroyable, en fait, c'est un plaisir. Bref, en tout cas, c'est un format que j'aime et ça va me permettre de vous parler un petit peu plus sur YouTube, notamment. Voilà, là, je suis aux Plaines d'Abraham, à Québec. C'est un endroit gigantesque, un parc. Regardez, il y a des gens qui skient. Donc incroyable, on peut y faire du patin et tout en hiver. Et en été, c'est juste oufissime. À quel point c'est grand, on a une vue sur le lac. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ça fait du bien de déconnecter, franchement pensez-y. Ça fait vraiment du bien de déconnecter. Ah! Je vais déranger quelqu'un qui est en train de faire du ski, je l'entends arriver. On adore. D'ailleurs, ça me manque grave le ski. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'échecs. Pourquoi d'échecs? Je trouve que c'est le sujet le plus important dans tout ce qui est motivation, projet, bien-être. En fait, pour moi, c'est la porte d'entrée à tout ce que vous pourrez faire et tout ce que vous arriverez à commencer à faire. Et le problème, c'est que souvent, on va entendre parler d'échecs de personnes auxquelles on ne s'identifie pas forcément, qui ont des projets qui sont peut-être très gros. Voilà, aujourd'hui, on ne va pas parler de start-up, de fonds d'investissement, de bâtir un empire, pas du tout. Les échecs, il y a un avion qui passe, un hélicoptère. Vu la médiocrité de ce micro, j'ai trop peur que ça vous dérange. Donc on attend. On fait une petite pause. On est très dans un contenu slow life ici. Vous savez, moi on me dit oui, il faut que tu fasses des formats 10 minutes, 20 minutes. Il faut être dynamique. YouTube maintenant, c'est plus comme avant. C'est des formats TikTok. Moi je suis en mode slow life. J'aime bien. Ça me détend. Le but là, c'est que vous vous leviez le matin et vous êtes en train de vous préparer, de prendre votre petit café et tout. Et vous écoutez une voix apaisante dans un endroit apaisant. Bref, donc des personnes lambda auxquelles on s'identifie avec des échecs scolaires, des échecs professionnels, des échecs sur des projets simples, des échecs dans les relations amicales, etc. Donc, pour moi, c'est trop important aujourd'hui de vous parler d'échecs pour que vous sachiez qu'il y a des choses, oui, qui vont mal parfois quand on mène des projets. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est raté. En fait, ça ne veut pas dire que c'est un échec au sens de la masse. Parce que pour moi, il faut apprécier le processus. Un échec n'en est pas un tant qu'on n'arrête pas d'essayer. Vous voyez? Par exemple, je ne peux pas dire que je suis une personne sportive ou pas sportive. Je peux dire que j'essaye d'aller vers le mieux, j'essaye d'être en mouvement, j'essaye d'avoir une activité physique régulière. Si j'essaye le lundi et que finalement, pendant 2 semaines, j'arrive pas encore à intégrer cette habitude dans mon quotidien, est-ce que j'ai échoué? Non, je suis en train d'essayer, je suis dans le processus. Et pour moi, ce processus-là, il va être présent tout au long de notre vie. En fait, si on est au top maintenant, quelle perspective d'évolution il nous reste? Bah, aucune. Le but, c'est d'évoluer. Si vous êtes à 100%, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Et puis, de toute façon, c'est impossible et c'est vain en termes de pédagogie. C'est-à-dire que l'humain n'est pas apte à être dans la régularité et la constance avec des actes qui sont trop important en fait dans un volume. Donc bref, en fait c'est tellement illusoire de croire qu'on peut toujours tout réussir et surtout. Et c'est dans la biographie du fondateur de Nike que j'avais lu il y a très longtemps. Les lâches n'ont jamais essayé et les faibles ont abandonné en chemin. Et loin de moi l'idée de dire qu'on est faible quand on abandonne, mais en fait c'est surtout qu'il faut croire que la perfection n'existe pas et que les échecs sont nécessaires. Les échecs sont nécessaires. C'est important. En fait, on ne peut pas les éviter, mais surtout, ils sont nécessaires. Dans l'aisance, on n'apprendra jamais rien. C'est dans la souffrance, entre guillemets, dans les leçons de vie, qu'on apprend des choses qui vont nous servir pour tout le restant de notre vie. Par exemple, vous êtes en train de faire une présentation orale à votre travail. C'est une des premières fois. Et votre manager ou vos collègues vont vous dire que c'était pas réussi, que vous avez par exemple utilisé un langage qui n'était pas assez soutenu ou voilà, que sais-je. Et bien peut-être que cet échec-là, il va vous remettre en question, il va vous donner l'occasion de développer ces compétences-là. Vous allez peut-être vous focus sur quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé.
Et en fait, le jour où ça sera une présentation importante qui aura énormément d'impact dans votre vie, et ben à ce moment-là, vous aurez capitalisé sur cet échec pour réussir. Et du coup, sans cet échec-là, vous n'auriez pas réussi et vous n'auriez pas appris de ce moment. Et ça, déjà, c'est la meilleure école de vie, en fait. Maintenant, vous me direz comment on peut sortir de cette peur constante de l'échec qui nous paralyse, parce que parfois, on ne fait pas des choses juste parce qu'on a peur, justement, d'échouer. Le problème de la peur de l'échec, c'est que ça va nous paralyser. Comme on a peur d'échouer et qu'on est dans cette quête du perfectionnisme ou juste on n'a pas confiance en nos capacités, et là, on va rien faire. C'est pour ça que aussi, il faut comprendre que les gens que vous voyez sur les réseaux, vos proches, etc., ne vous montrent en général que les réussites. Il y a une très bonne vidéo de Léna Situation où elle disait j'ai lancé mon concept store, mon pop-up, je crois, et c'était un échec. Bon, c'était pas vraiment un échec, vous m'avez comprise. C'était pas un échec au sens commun du terme, mais c'était intéressant d'avoir son point de vue, etc. Donc, on voit les réussites, du coup, on se dévalorise, on perd confiance en nous, on se compare. Et c'est pour ça que c'est important, voilà, qu'on en parle. Maintenant, moi, je vais essayer de vous parler de 2-3 échecs, on va dire, même si vous n'allez pas avoir l'impression peut-être que c'est des échecs. Mais pour moi, ça en est. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui m'ont permis d'évoluer et d'apprendre par la suite. Par exemple, un échec scolaire. J'avais peur d'échouer. En fait, cette peur d'échouer m'a fait échouer dans mon orientation. Je suis allée en bac économique et social, donc à l'époque ça s'appelait comme ça, au lieu d'un bac scientifique. Alors que j'avais toujours voulu faire un bac scientifique, j'étais animée par les sciences, j'étais animée par la biologie, la chimie, les mathématiques, la physique, etc., l'astronomie. Mais pour moi, dans mon imaginaire, et je sais que c'est pas du tout vrai, S, c'était beaucoup plus dur que ES. Donc je me disais, ça va être super dur, ça se trouve que je vais pas avoir les mêmes facilités que j'avais avant, et donc du coup je vais peut-être échouer, je vais peut-être être moyenne, etc. Donc je vais en bac ES. Du coup, déjà pas ouf, parce que avec du recul, je me dis j'aurais dû tenter, parce que je perdais rien à tenter. Au pire, ça aurait été pas fou, j'aurais pu me réorienter, j'aurais pu travailler plus, j'aurais pu, voilà. Donc déjà pas fou. Ensuite, j'entre en classe prépa, donc économique et commerciale. C'est une classe qui prépare aux grandes écoles de commerce, au concours. Et là, je suis confrontée à mes gros échecs, c'est-à-dire je tombe de haut. Pourquoi? Parce que je ne suis pas préparée à ce moment-là à un aussi haut niveau. C'est un peu le début de ma découverte des inégalités, parce que je suis en cours dans le 93 à Aubervilliers. Je suis dans les 2-3 premières de ma classe et j'ai des super notes parce que j'ai des facilités sans trop travailler. Et j'arrive en prépa parisienne. Et là, c'est la douche froide parce que les DS, on commence à 0, 1, 2. Clairement, ça volait pas plus haut et dans toutes les matières. Donc, ces premiers échecs m'ont fait rabaisser mes ambitions. Je me suis dit, ok, j'aurai jamais le top 7, top 8, top 10 des écoles. Je vais me concentrer sur une école qui est facile à avoir. Et je vais bosser, entre guillemets, de manière équilibrée pour pas complètement arriver au bord du burn-out. Et j'aurai cette école. Fin de l'histoire. Alors que j'aurais pu me dire, et là encore, c'était la peur d'échouer. En fait, j'avais peur de me donner les moyens et de quand même ne pas avoir ce top-là, ces grandes écoles. Et bon, c'est une histoire de classement, voilà, on peut remettre en question un peu tout ça, les filières élitistes, les écoles élitistes et tout, c'est pas le sujet. Mais du coup, si j'avais travaillé, si j'avais donné le meilleur de moi, en fait, peut-être que je les aurais pas eu. Mais et alors? Au moins, j'aurais donné le meilleur, j'aurais peut-être appris plus, j'aurais eu des méthodologies différentes, voilà, et j'aurais peut-être eu ces écoles-là aussi. Donc, encore, la peur d'échouer m'a fait finalement échouer dans ce que je faisais. Donc c'est un échec pour moi niveau mindset, mais c'est aussi un échec pratique parce que justement j'ai échoué aussi dans mes notes, dans plein de choses. Et là, c'était pas parce que j'ai rabaissé mes ambitions, c'est parce que c'était super dur. J'avais des notes qui étaient oufissimes niveau médiocrité, même à mes concours. J'avais tout bossé sauf l'anglais parce que j'étais complètement naze en anglais. Et du coup, j'ai eu, je sais pas, peut-être 8 à mes concours en anglais. Et ça fait mal en fait. Quand on est confronté aux premières fois aux échecs, ça fait mal. Et ça nous fait énormément de nous remettre en question. Mais
moi, j'ai essayé de prendre du recul en me disant la prépa, c'est super dur et je mets pas tout le poids de mon échec sur mes épaules. Non, il y a les inégalités sociales, il y a le fait que le niveau à mon lycée n'était pas fou, on n'avait même pas fini les programmes de maths. J'avais un job à côté, moi je travaillais au KFC. Ah oui, il y a des petits écureuils. Je travaillais au KFC en même temps que mes études. Je faisais 1 heure de trajet. Donc il y a plein de choses. Du coup, non, ça me fait plutôt dire, ok, t'as fait ton mieux à ce moment-là, mais t'étais capable de plus, côté mindset. Voilà. Ensuite, un échec côté pro. Là, on va peut-être parler de toute ma vie professionnelle, en fait. Il y a certains challenges que j'ai pas réussi à relever dans ma vie professionnelle, quand j'étais chef de projet IT, en cabinet de conseil ou dans des gros groupes, etc. Globalement, j'ai un très bon CV et sur le papier ou dans mes projets, on peut avoir l'impression que j'ai fait du bon travail. Mais moi, je sais que je n'ai pas donné le meilleur et que j'ai pas réalisé mes travaux dans des perspectives les plus glorieuses et dans des perspectives de réussite absolue, surtout vers la fin. Et ces gros échecs, parce que pour moi, c'est des gros échecs, je bâclais mes présentations, j'étais pas à fond, etc. En fait, ils m'ont fait comprendre que finalement, c'était peut-être pas fait pour moi et que justement, j'arrivais à donner le meilleur dans des projets qui avaient du sens, qui correspondaient à ma personnalité. Et aller dans l'extrême comme ça, vraiment, j'étais super mal dans certains jobs que j'ai eus. J'ai écourté mon contrat à Dubaï justement parce que je ne pouvais pas, en fait, ça me correspondait pas, j'arrivais plus. Et de comprendre en fait que ces problématiques-là, elles étaient présentes, ça m'a vraiment apporté de la lucidité dans ce que j'aimais. En fait, j'aimais tout simplement pas ce que je faisais. Donc, est-ce qu'on peut dire que j'ai échoué ou que j'ai réussi à oser trouver ma voie et à essayer autre chose grâce à ça? Clairement, c'est ça. En fait, si j'avais pas échoué et que je réussissais tout ce que je faisais au travail, jamais je me serais remise en question. Je me serais peut-être dit, bah non, Ania, regarde, tu y arrives, on est content de toi, fin de l'histoire. Non. Le fait d'échouer, je me suis dit, Ania, toi, ce que tu veux, c'est viser l'excellence, c'est perfectionner ton travail, c'est ne pas le bâcler, c'est faire les choses avec enthousiasme. Parce que j'ai des réelles qualités, je le sais. J'ai des réelles qualités comme nous tous. On a une vocation, on a un potentiel à mettre à profit dans ce monde. Et du coup, je me suis dit, ok, si j'arrive à mettre à profit ce potentiel-là dans d'autres choses qui demandent le même niveau de capacité, de compétences, voilà, on est formé, on a un bac+5, je sais que mon taf, je peux le réussir. C'est pas énormément de choses, on en a parlé, c'est un peu des bullshit jobs, voilà. Mais voilà, si j'arrivais pas et si j'ai échoué dans certaines choses, au point qu'on me le fasse remarquer, hein, je dis pas ça comme les premiers de la classe, oui j'ai échoué et tout, non, on m'a déjà dit ça va pas, ça va pas, etc. J'aurais jamais pris la décision de démissionner, mais vraiment une fois pour toutes, et de me dire ok là pendant 1 an, 2 ans, je me consacre à mes projets, à ce qui me fait du bien. Donc super intéressant. Ensuite, on va parler d'un échec entrepreneurial, côté business. Et là aussi, c'est trop important. Quand je lance Aya & Co, donc c'est une entreprise de location de caftans, de robes événementielles, etc., plutôt destinée au mariage, en fait, je fais vraiment un brainstorm intérieur avec moi-même de tous les projets que je voulais mettre en place. Et là, c'est ce que je conseille aux gens, je note tout. Je note tout ce qui me vient en tête avec toutes mes passions, la mode, la modest fashion, le mariage, les livres, la slow life, voilà. En fait, je note vraiment tout, les voyages, etc., tout ce que j'aime. Et à ce moment-là, je barre les choses qui correspondent moins à mes critères de vie, qui étaient par exemple, je veux mettre pause mon business quand je veux avoir de la relation client, je veux avoir de la relation avec l'humain parce que j'aime énormément échanger, je veux pouvoir travailler de chez moi au moins 50% du temps, etc. Ça, c'est mes critères. Ensuite, on a aussi la faisabilité. Donc, c'est les conditions. Est-ce que ça va me demander beaucoup d'investissement en termes de temps, en termes d'argent? Est-ce qu'il me faut des formations? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée, etc. Et je barre les choix, Il me reste 2-3 choix. À ce moment-là, je fais un peu une veille, un mini business model de tout ce qui se fait et je vois, est-ce que ça m'intéresse vraiment? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Et du coup, je choisis la location de caftan, je prends contact avec des couturiers, que ça soit au Maroc, que ça soit à Rotterdam, en Belgique. Je vais à Rotterdam, là parce qu'il y a énormément de fournisseurs de caftan. Je choisis des modèles, j'investis, je prépare un showroom, j'achète plein de choses, je prépare mes réseaux sociaux, je fais des shootings et tout.
Et en fait, ce processus-là, finalement, c'était celui qui m'intéressait. Déjà, je le découvre, que moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestion de projet, c'est l'entrepreneuriat. Ce que je kiffe, c'est être sur tous les fronts. Gérer de la photo, gérer du marketing, gérer des fournisseurs, faire du sourcing. Tout ça, en fait, c'est ce qui m'anime. Et parler aussi avec les gens. Voilà, tout ça, c'est ce qui m'anime, en fait, plus que le choix, finalement, du produit final. Et ce qu'on imagine, c'est qu'en fait, quand on se lance dans un business, c'est irréversible. C'est-à-dire que si on le fait, c'est pour monter un empire, c'est pour faire quelque chose de super important qui va durer des années. On en parlait dans l'interview avec Aïssata, Lumière sur Aïssata Tambadou. Et les gens, du coup, quand tu arrêtes ce projet-là, ils ont l'impression, en fait, de leur point de vue, que c'est un échec, alors que toi, tu avais déjà prévu de pas du tout le faire pendant longtemps. Et donc, moi, je m'étais dit, je fais la saison d'été 2023 pour tester. Ensuite, je revends mon stock et on s'arrête là. Et quand du coup à la fin je commence à vendre mon stock, je reçois plein de messages, t'arrêtes, pourquoi ça n'a pas marché, etc. Ou même quand mes clientes elles venaient, elles me disaient alors ça marche et tout. Et moi je disais bah écoute, en fait ça marche, oui, ça veut dire est-ce que tu vois, est-ce que tu grandis, est-ce que tu as grandi, est-ce que tu as du chiffre d'affaires, etc. Moi je rentre dans mes frais, je fais ce que je peux. Et ce qui me fait kiffer, voilà, c'est le processus. Mais je savais que j'allais arrêter et qu'il y a des choses qui m'intéressaient plus, qui étaient justement dans mon brainstorm, dans ma roadmap, projet court terme, projet moyen terme, projet long terme. Il y a des projets qui sont des projets tremplins, qui me permettent d'acquérir des compétences, des connaissances, de l'argent pour faire des autres choses plus tard. Ça, c'est super important. Maintenant, là où moi j'estime que j'ai échoué, et pas dans l'estime des gens, pas du tout, c'est que comme dans le salariat où j'étais, dans mon job, en fait, j'ai pas du tout donné le meilleur de moi. C'est-à-dire que je sais que je peux faire beaucoup mieux en termes de shooting, en termes de réseaux sociaux, en termes de DA, en termes de charte graphique, en termes de tout. Et en fait, je me suis rendu compte que si j'avais pas réussi à le faire, à être à temps plein en fait sur Aya & Co, voilà, je mettais pas vraiment de contenu, je faisais pas vraiment de pub sponsor, j'ai pas inondé TikTok, j'ai pas fait de shooting en continu, j'ai pas recherché d'autres modèles, j'ai pas fait non plus des modèles qui me ressemblaient forcément parce que le but c'était de faire les choses vite. Des fois, on n'a pas besoin voilà d'être dans le waouh, ça suffisait en tout cas pour moi. Mais si je me suis pas donnée à fond, en fait finalement c'est que ce sujet m'intéressait pas plus que ça. En fait, j'étais pas animée par le monde du mariage. Je sais qu'il y a des gens qui sont animés par le monde du mariage. Et moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Je suis pas trop caftan, je suis plus minimaliste. Je suis simple, même si j'ai fait des caftans qui me ressemblaient, qui étaient plutôt simples. Mais c'était pas un monde qui m'intéressait plus que ça. Donc j'avais du mal finalement à inonder le compte Insta de contenu, à faire ce genre de choses, déjà de 1 et de 2. Et là, on rentre vraiment dans la réflexion marketing. Ça correspondait pas à ma cible. En fait, j'ai cru au début que ça correspondait à ma cible. Je me disais, ok, j'ai une communauté à l'époque de 20 25 000 abonnés, c'est des femmes, 90%, forcément elles vont à des mariages, ça va leur parler, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, puisque si ça ne me parlait pas à moi, ça ne parlait pas à ma communauté forcément, puisque ma communauté, mon audience me ressemble, vous me ressemblez. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi ce que j'aimais, c'était les livres, c'était les concepts, c'était le minimalisme, c'était la slow fashion, c'était les petits outils, les petits gadgets, c'était la motivation, les good vibes, la productivité, le bien-être. En fait, c'était ça qui me parlait. Et finalement, c'était ça aussi qui vous parlait dans mon contenu. Et au carrefour de tout ça, en fait, il y a plein d'idées que j'ai nourries. Et vous verrez avec le temps, si Dieu me le permet, comment je vais essayer de les mettre en place. Et c'est grâce à ces échecs-là, finalement, quand voilà, j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais pas beaucoup de locations, on peut en parler, hein, voilà, je faisais quoi, peut-être 2 locations par semaine, parfois j'avais aucun rendez-vous dans le mois, mais c'est normal, puisque c'est moi qui me suis pas donné les moyens en fait de le faire. Je peux vous assurer que le travail paye quand vous avez une vision globale de tout et quand vous faites les choses bien. Pour faire les choses bien, il faut absolument investir temps et argent, il n'y a pas de secret. Temps pour se former, pour travailler, pour faire des choses et argent pour investir dans plein de choses, que ce soit le marketing, l'influence, etc. Les bons matériaux, les bons tissus. Et voilà, du coup, je me suis rendu compte que voilà, cet échec, il était nécessaire parce que ça m'a fait prendre un tournant dans mes projets 2024-2025 en me disant, ok, en fait, c'est ça que je kiffe, c'est ça que j'ai envie de mettre en place, c'est ça qui... Et voilà. Du coup, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses aussi
sur le jeu, sur les shootings, sur la DA, sur voilà, plein de choses qui sont super intéressantes. Tout ça pour vous dire, il faut vous débarrasser de cette peur en faisant les choses. Parce qu'en faisant les choses, déjà, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas à dramatiser. C'est pas grave si vous vous trompez, c'est pas grave si vous perdez de l'argent, c'est pas grave si vous perdez du temps. Tout ça va et vient. L'argent va et vient. C'est voilà, vous pouvez risquer un petit peu en fonction de vos moyens, en fonction, vous n'êtes pas obligé d'investir de ouf quand vous faites un projet entrepreneurial, pas du tout. Vous pouvez commencer petit, etc. Et en termes de temps, ça vous apprendra beaucoup plus de tenter que de pas tenter. Donc ce temps-là, il est super important. Essayez de dédramatiser en ayant en tête le pire scénario, le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui arrivera de pire si je me lance dans ça? Si je me lance dans le sport et que finalement j'y arrive pas comme je m'étais fixé, c'est quoi le pire? Ouh, c'est que j'ai testé à me mettre en mouvement. Ok. Si dans mon travail j'essaye des nouvelles choses et que finalement ça marche pas, c'est quoi le pire? Je vais peut-être m'afficher, je vais peut-être me faire virer. Ok, même ça, ça risque pas d'arriver. Du coup, tranquille, en gros, je vais chercher un autre travail, je vais retenter, les gens de toute façon je les connais pas, etc., etc. Cherchez toujours le scénario catastrophe pour dédramatiser. Maintenant aussi, une autre conclusion, c'est que rien n'est irréversible. Ces échecs, ils m'ont appris à surmonter mes peurs parce que c'est en agissant qu'on se rend compte que on peut totalement tout annuler à tout moment. Quand je suis partie à Dubaï, je suis restée 1 an et demi et puis j'aimais pas et je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, peut-être que certains diront c'est un échec. En gros, elle s'est expatriée et elle a mis fin à son contrat avant et elle est revenue. Pas du tout. Pour moi, c'était tellement une victoire d'avoir réussi à dire à mes collègues, à mes managers, au directeur général de la zone Moyen-Orient d'un grand groupe de luxe que j'arrêtais finalement et que je devais rentrer chez moi. Je déteste les discussions entre gros guillemets conflictuelles. Je déteste avoir à donner des raisons, je déteste avoir à parler, à m'ouvrir, je suis introvertie. Moi, j'aime le politiquement correct. Quand mon manager m'appelle et qu'il me demande si tout va bien, je réponds toujours oui, même s'il y a des choses qui vont pas, etc. J'ai du mal. Et j'ai appris justement grâce à tout ça, quand je dis j'ai du mal, finalement non, j'avais du mal. Parce que j'ai appris grâce à tout ça à m'ouvrir, à dire les choses, à ne pas avoir peur de dire quand ça va pas. Et du coup, pour moi, c'était pas du tout un échec. Et donc, rien n'est irréversible. Je suis rentrée, j'ai appris plein de choses. Et voilà. Finalement, la définition qu'on met derrière un échec ne dépend que de vous. C'est un mot polysémique, c'est un mot subjectif et j'irai plus loin, qui est complètement personnalisable. Un entrepreneur qui crée sa 3e entreprise qui marche grâce à ses compétences et leçons de 2 entreprises qui ont échoué avant, qu'est-ce qu'on met derrière le mot échec? Formation, compétences, leçons, que du positif en fait. La définition d'un échec au sens propre du terme, c'est se heurter à un obstacle social, moral ou intellectuel et ne pas réussir à le surmonter. Donc finalement, c'est la manière dont vous le surmontez qui déterminera si c'est un échec ou non. Et lâcher l'affaire, lâcher prise, en tirer une leçon intérieure, c'est aussi le surmonter. C'est pas parce que vous arrêtez quelque chose que c'est un échec. Il y a une relation amicale ou amoureuse, elle ne vous convient plus. Et vous réussissez à surmonter ça en y mettant fin, en prenant vos distances, en tirant des leçons, en sortant de cette relation sans animosité et en ayant appris sur vous, c'est un échec positif. En fait, si tu as peur d'échouer, tu feras jamais rien, tu iras jamais vers quelque chose de plus, de mieux, puisque jamais aucun humain ne pourra commencer quelque chose et ça sera parfait au premier jet, la première fois. Voilà. Tout le monde va mettre le projet qu'il rêve de faire en commentaire, mais qu'il n'ose pas faire, si vous avez peur d'échouer. Et je vais en prendre 3 au hasard dans la prochaine vidéo pour dérouler tout ce que vous devriez faire sur ce projet-là pour vous aider. Donc voilà, mes stars, l'échec c'est pas la fin, c'est une étape, c'est une leçon, c'est une partie de notre voyage. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de poursuivre vos rêves. Échouez, apprenez, continuez d'avancer. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour plus de contenu, partager vos propres expériences d'échecs dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et ça me motiverait que vous me motiviez. Parce qu'honnêtement, si je me lançais pas autant sur YouTube, c'est que je pense que j'avais peur que ça fonctionne pas, que je fasse du contenu de nul en fait. Et aussi, je me suis pas donné les moyens d'avoir du matériel de bonne qualité. J'étais dans le perfectionnisme en me disant aujourd'hui sur YouTube, il y a plein de choses, les gens ont des grosses productions, c'est incroyable et moi je vais jamais faire aussi bien. Mais en fait, on s'en fiche de faire aussi bien. Ce qui compte, c'est que je fasse
mieux qu'hier. Et je fais la compétition avec personne en fait, qu'avec moi-même. Et du coup, je suis archi fière d'avoir posé ma caméra et d'avoir filmé. Voilà. Gros bisous!